Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé rue Clémenceau à Nice en septembre 66? Alors, il se trouve que je fréquentais donc cette boutique parce qu'il y avait toujours des livres intéressants. Et ils vendaient aussi des timbres-poste parce que j'étais collectionneuse. Et des livres assez, disons, ésotériques. Bref, des livres qui avaient toujours un rapport avec ce qui m'intéressait, ce que je travaillais. Et puis alors, ce soir-là, je rentrais tranquillement, en pensant à rien du tout, mais vraiment rien de rien. Et j'étais comme interpellée par la couverture d'un livre, sur lequel était dessinée une main surmontée d'une tête de femme. Je lui dis tiens. Et comme je le faisais souvent, je prenais le livre et je le feuilletais pour voir avant de l'acheter ou quoi. Alors là, c'était ma surprise parce que ce livre était plein d'images, de photographies, très 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 sombres, très noires, très film expressionniste. Vraiment impressionnante. Alors je l'ai pris et ma maman qui était avec moi ce jour-là m'a dit mais tu vas pas lire ça? Je dis non, c'est pas pour lire, c'est pour m'étonner. Hein, ben, ça n'a fait Attends, répète, c'est un livre pour t'étonner. Pour m'étonner. Et ça n'a fait que commencer. Parce que je croyais pas si bien dire. Alors on rentre à la maison. Donc finalement t'achètes pas le livre? J'ai acheté, oui. Ah, quand même. Avec lui. Je rentre avec lui sous le bras, je le feuillette. Je suis assise à mon bureau. Et vraiment, je trouve de plus en plus déplaisant ces images. Elles ne me plaisent pas. Les images qui étaient dans le livre, ça te plaisait pas? Non, c'est des monuments de Paris, mais tous sont... Pour tout dire, ça me rappelait les cimetières auvergnats. Un truc comme ça, c'est donc ça fait cimetière, ça faisait. Et le titre du livre? C'est après. Ah d'accord. Parce que le livre, le titre n'avait pas d'importance pour moi. Hein. Ça n'avait pas d'importance. Ça m'a un peu déplu, beaucoup même. Et je l'ai mis dans l'enfer de mon bureau, au dernier tiroir, comme ça. Et puis, un jour se passe. Je reçois une lettre de Paris, d'une personne que j'avais accompagnée à Paris l'avant-veille. Et presque au même moment, à la radio, on nous annonce que certains poètes, nommés André Breton, venaient de mourir à Paris. Et là, j'ai reconnu le nom d'André Breton. C'était le livre que je venais d'acheter juste la veille. C'est-à-dire, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as acheté le livre le jour où André Breton était en train de mourir. Et voilà, et que tu... Voilà. Oui. Parce que, en fait, j'ai appris plus tard que il a été frappé d'un malaise cardiaque et on a eu le temps de le ramener à Paris, à la Salpêtrière. Donc, il est resté encore en vie quelques jours. D'accord. Juste le temps de me contacter, en quelque sorte. Et t'as tout de suite pensé que c'était un signe ou c'est plus tard que tu t'es dit ça? Enfin, j'ai pas pensé. Qu'est-ce qui s'est passé après en fait? Non, parce que j'étais quand même assez ignorante en ce qui concerne le surréalisme, tout ça. Moi, à l'époque, je ne connaissais que Nietzsche et Giraudoux. C'était vraiment l'étudiante qui terminait son lycée. Ouais, t'avais quel âge toi? J'avais même pas 20 ans, une vingtaine d'années. D'accord. 20 ans. Donc je veux dire, à cette époque-là, on n'a pas beaucoup de savoir. Et je sais même pas ce que c'était un poltergeist même à l'époque. Alors, vous voyez. Et la thèse que tu as faite après sur André Breton, c'était en quelle année ça? Alors c'est venu en 71 la maîtrise et 75 j'ai terminé le doctorat. Et alors ce qui fait que je me prêtais à ce moment-là à rentrer en licence de philo. J'avais fait une année de fac qui permettait de rentrer en licence de philo à l'époque. Et il se trouve que je m'étais mal orientée parce qu'au lieu de choisir philo générale, etc., j'ai pris l'histoire de la philo, la morale de la philo. Enfin, j'aurais dû commencer par la base, mais là, moi, je suis le plus loin. Bon. Et le malheur a voulu que j'avais fait une impasse sur
un philosophe. On dit pas taré, mais tout le monde dit qu'il est bête. Emmanuel Kant. J'ai fait l'impasse sur lui. Et c'est là qu'il est tombé à l'examen Kant. Je vous dis pas mon malaise. Mon malaise était tellement grand que je suis tombée dans les pommes. De panique, de terreur. Après quoi, plus question de faire de la philo parce que j'avais une belle amnésie. Hein, tout ce qui était philo, ça me donne envie de vomir. Enfin bref, je me suis réfugiée dans les lettres. Alors, licence de lettres. J'ai passé en septembre quand même l'examen, parce qu'il y avait un examen. Je me suis présentée à tout hasard. Après avoir, pendant l'été, potassé Victor Hugo. Parce que Victor Hugo était au programme et le hasard a voulu que c'était le Victor Hugo des tableaux tournantes de l'écriture automatique. Ah oui, ça c'est ce dont tu voulais me parler, l'écriture Oui, automatique. la bouche d'ombre, toutes ces choses ésotériques de Victor Hugo. Alors, André Breton meurt d'un côté et je tombe sur Victor Hugo qui joue au spirit. C'est quand même bizarre, hein, à la même époque. D'accord. Alors, donc, je chemine gentiment en lettres. Je me retrouve à un niveau où on nous faisait étudier les mouvements littéraires. Et cette année-là, je tombe après le symbolisme et le surréalisme. On nous fait travailler dans des textes et le professeur, gentil, me donne un bouquin, me tend, il me dit, tenez, pour vous, je vous ai choisi le plus beau. C'était quoi le plus beau? C'était les champs magnétiques. André Breton toujours, comme par hasard. Ah ouais. Que je ne connaissais pas. Et il paraît que je m'en suis bien sorti, si bien qu'il m'avait proposé. Ah, vous pourriez faire une maîtrise avec moi sur André Breton. Je dis, ah non, mais ça m'étonnerait. Parce que j'ai envie de faire plutôt une maîtrise sur Jean-Luc Godard. Oui, le genre complètement, moi, je prends toujours la tangente. Sur Jean-Luc Godard, bon, ça n'a pas été possible. J'ai redemandé à retourner, je ne savais même pas vers qui me tourner. Mais bon, on dit, à tout prendre, prenons André Breton. Ah, c'est pas possible, non, allez voir notre professeur. Et on me sort un autre professeur qui venait du Canada. Lequel prof du Canada était spécialiste du surréalisme. Et c'est là que j'ai commencé une maîtrise sur André Breton. Alors, une maîtrise formelle, c'est-à-dire sur l'étude de la métaphore. C'est-à-dire quelque chose, au lieu des idées, des thèmes, de l'ésotérisme d'André Breton. Non, c'est vraiment quelque chose, mais vraiment de basique finalement, de terre à terre, de stylistique que n'importe qui aurait pu faire. Pas besoin d'être choisi pour ça. Alors que finalement, en conséquence, quand j'ai pensé plus tard, après avoir quand même, le texte que j'étudie est un texte d'écriture automatique. Et j'avais un professeur qui était d'une famille de psychanalystes. Ah, attends, tu me dis que le texte d'André Breton était un texte d'écriture automatique. Automatique, les champs magnétiques. C'était un texte d'écriture automatique. Tu peux expliquer un peu? Ah, alors là, ce serait, disons, une forme d'écriture dictée, qui vient extérieure à nous. Et André Breton l'affirmait que c'était véridique. Ah oui, et toi tu penses que... Mon professeur pensait qu'elle était fausse. Parce qu'elle était pleine de souvenirs, de réminiscences littéraires, qu'il n'y avait rien de personnel, et que, d'après lui et certains, André Breton écrivait avec des bouquins sur les genoux. Il copiait des trucs, il transformait. Et pour s'amuser, comme il était un peu provocateur, ce professeur, qui m'a quand même appris beaucoup de choses de cette manière-là, m'a dit, est-ce que vous n'auriez pas par hasard des textes dans les tiroirs, vous qui écrivez bien, parce qu'il a remarqué que j'écrivais plutôt pas mal quand même. Je dis, oh, non, mais enfin, je peux en faire, il n'y a pas de problème, je vous en apporterai, comme ça. Et puis, je me suis mise à écrire un matin, écriture automatique, plus ou moins fausse, évidemment. Quand je la retrouve, je me dis, mais c'est marrant, parce que je ne reconnais pas ces passages de texte. Pourquoi j'ai écrit ça? Et il a trouvé que c'était pas si mal que ça. Il m'a dit, il faut que vraiment vous connaissiez Michel Butor. Parce que Michel Butor, de retour d'Amérique, Ah voilà. enseignait à la fac de Nice comme par hasard. Donc je vais vous le faire connaître.
Michel Butor. Michel Butor, l'écrivain, prix Renaudot en 1958. Avec la modification. La modification. La modification. Et donc, c'était intéressant ces livres parce que vous l'ouvrez à n'importe quel moment. C'est des moments qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. C'est marrant parce qu'on circule sans ordre préétabli si on veut. C'est ce que j'avais fait moi. Et donc, j'envoie un petit mot à Michel Butor, je ne jamais, vous voyez. Puis il m'a répondu, il m'a donné rendez-vous à venir le voir à son cours. Et il m'a invité à suivre ses cours d'atelier littéraire. Ce qui fait que on devait, comme tous les autres élèves, fournir des textes d'écriture. On les lisait en commun, on les commentait. Et du coup, Michel Butor, ça a été ton professeur pendant de longues années? Après, oui, parce qu'il a assisté, il a été mon coprofesseur pour la maîtrise. Il a assisté à ma thèse de maîtrise et il m'a dirigé nommément